Bonjour. Alors, je vais commencer par vous présenter nos intervenants, en commençant par ma droite. Tatiana Leva, vous avez affûté vos couteaux auprès des grands chefs comme Alain Passard et Pascal Barbeau. Et l'année dernière, il y a exactement 1 an et demi, vous avez ouvert avec votre sœur Le Servant, un petit bistrot dans le 11e arrondissement de Paris, où vous proposez une cuisine généreuse, raffinée, un peu explosive parfois, avec une propension évidente pour l'avoir pas mal goûté, pour le piment, l'acide et la friture. Vous assumez complètement votre gourmandise. C'est une cuisine pleine de métissage et pourtant bien française, un peu comme vous. Dans votre petit établissement, vous savez concilier responsabilité, plaisir, contrainte et liberté. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle chef, parce que vous laissez aussi les autres créer dans votre cuisine. Il n'y a pas de menu fixe. C'est une carte où l'on est libre de choisir des petits plats, des grands, boire un verre de vin ou manger un grand repas. Et pour beaucoup, pour moi notamment, vous incarnez pleinement une nouvelle génération de cuisiniers talentueux, consciencieux et conscients. À votre droite, Monsieur Jean-Pierre Poulain, vous êtes anthropologue et sociologue de l'alimentation, professeur à l'université de Toulouse-Le Mirail et également titulaire de la chaire Food Studies, Food Culture and Health, études de la cuisine, de la nourriture, on va dire, de la culture alimentaire et de la santé, qui est créée conjointement par les universités de Kuala Lumpur et de Toulouse. Donc vous êtes souvent à cheval sur les 2 continents. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, comme le Dictionnaire des cultures alimentaires, ou Manger aujourd'hui, ou Histoire de la cuisine et des cuisiniers. Vous présidez également le comité d'experts de la Fondation Nestlé France, qui a vocation à favoriser la transmission de la culture alimentaire française. Et enfin, Monsieur Pierre Gagnère, je ne sais pas si je dois le présenter, mais je vais le faire quand même. Vous êtes l'un des chefs les plus révérés du monde gastronomique contemporain. Vous dites que la cuisine est fondée sur un principe d'émotion, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, même si vous avez mis longtemps à y prendre plaisir vous-même. Vous n'hésitez pas à travailler avec de nouvelles techniques, de nouveaux produits. On vous appelle souvent l'alchimiste des fourneaux. Vous êtes un esthète, insensible, toujours en quête d'épure, de structure et de goût. Vous êtes aussi un grand chef d'entreprise. Outre votre restaurant éponyme de la rue Balzac à Paris, vous dirigez 11 établissements, de Dubaï au Vietnam, à Tokyo, en passant par Las Vegas. Et vous avez également récemment repris la direction des cuisines des Fouquet's. En octobre, parmi d'autres ouvrages et activités, vous allez publier un nouvel ouvrage qui s'appelle La cuisine des 5 saisons, aux éditions Solar, où vous proposez, je crois que c'est la première fois, des recettes accessibles au grand public, à base de produits simples, abordables, modestes. Voilà, alors puisque je finis sur vous, Monsieur Gagnère, on va commencer notre débat avec vous. L'idée de cette rencontre, c'est un petit peu d'évoquer avec des chefs et un expert de l'alimentation qui a un regard un petit peu objectif et différent sur tout ça. Où en sommes-nous de la cuisine aujourd'hui, de la gastronomie? Quelle est-elle et où va-t-elle? Bien grande question. Pardon, je trouve mes petites notes. À propos de cet ouvrage que vous allez publier, donc je disais, vous m'avez confirmé ça tout à l'heure, c'est un peu le premier. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages déjà, et notamment de recettes. Souvent des recettes très élaborées, souvent des collaborations avec des artistes, avec des scientifiques. Et là, nous sommes dans un ouvrage 90 recettes, 30 menus, quelque chose de facile, de structuré. Pourquoi aujourd'hui, Monsieur Gagnère, vous qui êtes assez connu pour une cuisine complexe, j'ose pas dire intellectuelle, mais en tout cas très artistique et élaborée, cette envie de faire quelque chose qui s'adresse au grand public? Ce que je vous ai répondu tout à l'heure, c'était un peu une boutade, mais c'est un peu vrai. C'est la pression familiale qui m'a dit, écoute, arrête, fais-nous du simple, fais-nous... voilà,
voilà, du quotidien. Mais ça, on me le disait depuis longtemps, mais moi, je suis quelqu'un d'instinctif. Et alors, avec des côtés très positifs et des côtés parfois dangereux, mais c'était le moment, effectivement, parce que d'abord pour moi, tout simplement, cet exercice m'amusait. D'offrir une centaine de recettes dans lesquelles interviennent très peu de gestes techniques, des produits très très simples, une mise en route simplissime, voilà, et avec des produits évidemment bien sûr de qualité, mais extrêmement abordable dans n'importe quel coin de France. Voilà, c'est pas une cuisine pour bobo, parce qu'effectivement il y a accès à des choses un peu singulières à Paris. Non, là c'est vraiment, voilà, c'était et d'ailleurs la façon dont ça a été fait, je peux même expliquer la démarche, c'est-à-dire que l'exercice en fait, en 96 quand j'ai eu mes déboires financiers, il fallait que je m'occupe la tête. Et j'avais fait des recettes, c'est-à-dire une feuille blanche et le titre de la recette. Voilà. Et puis ces 100 feuilles blanches un jour ont disparu. Il y avait 100 recettes. Et ce livre a été fait de la même façon. C'est-à-dire que j'ai fait les recettes, je les ai confiées à mon... C'est même plus mon chef, c'est un collaborateur qui était avec moi depuis 36 ans, Michel Nave. Je dis voilà Michel. Voilà. Alors il me connaît bien. Et on a fait un petit briefing peut-être de 5 minutes sur chaque recette. Et c'est Michel qui a réalisé les recettes. Voilà. Pour que justement, moi, je sois complètement à distance et que je parte pas justement parce qu'on se refait pas. Évidemment, mon fond, il est ce jeu avec la nourriture. Donc là, je m'y suis refusé. Donc c'est du simple. On parlait, il n'y a pas très longtemps, de transmission. Transmission, c'est quelque chose qui est un petit peu galvaudé dans l'univers de la cuisine, et en même temps qui est essentiel. Ça vous tient beaucoup à cœur, à la fois la transmission vis-à-vis de votre équipe, puisque vous passez beaucoup de temps, vous évoquez votre fidèle Michel Nave, qui est en cuisine et qui est un petit peu votre tête et vos bras souvent. Qu'est-ce qui est important pour vous de transmettre et peut-être aujourd'hui également au public, enfin à votre clientèle, mais qui n'est pas toujours, qui est une clientèle aisée. Tout le monde ne peut pas venir manger chez Pierre Gagnaire. Et aujourd'hui au grand public, qu'est-ce que vous voulez transmettre à tout le monde? Alors, la première, d'abord la transmission, je me suis posé la question il y a quelque temps. Je me suis dit, qu'est-ce que tu transmets? Je transmets. On ne transmet pas ses qualités, ses défauts. On ne transmet pas son talent. On ne transmet pas... ça, c'est impossible. Moi, je préfère le mot partage. Je partage avec les gens avec qui je travaille une façon de penser, une façon de se comporter, une attitude qui va au-delà de la cuisine, qui est une attitude par rapport à la vie, qui est par rapport à votre place dans la société. Voilà. Et puis après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai des gens qui ont fait des passages éclairs chez nous, qui ont compris l'essence même de ce que je faisais, et qui après se sont appropriés. Je pense à des gens, des gens comme Bourcel, par exemple, ou d'autres. Et je pense que le talent, c'est impossible. Chacun a sa sensibilité. Non, le partager, moi je crois surtout, je pense que là, on va être sur un même terrain, avec Mlle Levin. C'est vraiment une attitude, un comportement, voilà, et qui fait que votre façon de fonctionner rejaillit dans l'environnement dans lequel vous travaillez, voilà, dans lequel vous vivez. Parce que c'est pas travailler. Moi, je travaille pas, je vis. Je travaille pas, j'ai pas l'impression de travailler. Je vis. Et je vis depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est le jour où j'ai compris que la cuisine était un vrai moyen d'aller vers les autres. Voilà. La cuisine en soi ne m'intéresse pas tellement. Moi. Ça ne me passionne pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait. Ça me passionne.
Et bien sûr, aujourd'hui... Ce qu'on donne aussi, ce qu'on donne à travers la cuisine. Mais bien sûr, ce qu'on donne... oui, bien, puisqu'on le résultat, c'est une assiette bien remplie. Et bien remplie, c'est quoi? C'est de l'amour, c'est de l'émotion, c'est de la tendresse, c'est de la sincérité, et peu importe qu'elle soit... Enfin, après, j'ai une petite phrase c'est la cuisine, qu'elle soit moderne, contemporaine, moléculaire, ça, c'est pas un problème. L'important, c'est que l'on devine la tendresse du cuisinier. Voilà, la tendresse que l'on met dans le creux de l'assiette. Alors, j'ai envie de me tourner vers Monsieur Poulain et de son point de vue un petit peu d'observateur des cuisines, hein, bien sûr pas seulement de la gastronomie et des restaurants, mais sur cette idée de don et de tendresse et de transmission. Est-ce que, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on transmet à travers la cuisine, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui essayer de transmettre dans un contexte contemporain? Alors peut-être deux éléments. Ce qu'on vient d'entendre est particulièrement intéressant, au sens où ça positionne la gastronomie et la cuisine dans la culture française. Ici, on a toutes les cuisines de partout le monde ont des formes d'esthétisation. Ce n'est pas notre apanage. Mais par contre, l'attitude d'un chef qui se pose sans prétention en artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va signer quelque chose, qui amène son originalité. Alors bien sûr, il y a la tendresse, bien sûr, il y a de l'émotion, bien sûr, il y a des dons, mais il y a quelque chose de plus chez les grands chefs français. Et qui fait qu'ils impressionnent un certain nombre d'univers gastronomiques. Les Japonais sont en communication très forte, parce qu'ils y trouvent à la fois des gens qui sont très respectueux d'une technologie très sophistiquée, extrêmement rigoureuse, mais en même temps, cette particularité des artistes européens qui consiste à donner un style à leur cuisine. Et ils en sont les signataires. Alors, je pense que ça, c'est une des caractéristiques qu'il faut garder en mémoire. Votre question, elle n'est pas là. Votre question, elle était, qu'est-ce qui se joue dans la cuisine, dans la transmission? Et là, on va donc élargir. La cuisine, manger, c'est une mise en scène des valeurs les plus fondamentales d'une société à un moment donné. Et ce qui se joue dans la table, c'est la transmission des valeurs d'une génération à une autre génération. Un enfant à table, lorsqu'il apprend à manger, il apprend tout un ensemble d'éléments sans aucun discours, mais des éléments qui renvoient au cœur de nos sociétés. Voilà qu'on mange avec des baguettes dans un univers où les plats sont mis tout ensemble et qu'on a une tablette qui tourne, là, une Lazy Suzanne, et qu'il n'y a pas de bonne table, il n'y a pas de bonne place, tout le monde a accès. Là, on est en Chine, par exemple. Là, on est en Chine. Voilà qu'on a des plats qui arrivent les uns après les autres, que papa ou maman découpe le poulet avec un couteau, répartit les plats en fonction de la hiérarchie sociale. Voilà qu'au Vietnam, on va mettre d'abord, près de l'autel des ancêtres, les personnes les plus âgées de la famille, et qu'il va y avoir un ordre. Et tout ça, le gamin arrive, il est dans un univers extrêmement organisé, et à travers des choses aussi simples que manger, il va petit à petit rentrer dans sa société, rentrer dans sa culture. Et ce qui se joue dans la cuisine et les manières de table, c'est cette transmission, mais à chaque fois, à chaque génération, des ajouts, des modifications, des revendications, des transformations, et les sociétés évoluent, bougent, se transforment. Et nous avons une particularité en France, c'est d'avoir, sur cette couche commune à toutes les sociétés, il y a quelques sociétés dans le monde qui ont ça, des gens qui ont développé une relation artistique à la gastronomie, à la cuisine, et qui ajoutent quelque chose. Bien sûr, on comprend que dans la famille, on puisse avoir envie de manger des choses simples, et j'ai le souvenir de cette phrase au début de la nouvelle cuisine où Christian Millot est chez Michel Guérard et lui dit « S'il te plaît, fais-moi un truc simple. Je suis tous les jours au restaurant » et de cette question un peu banale va naître une réflexion sur la cuisine, et cette cuisine qui, à cette époque-là, répétait de façon un petit peu en annonnant les grandes œuvres des maîtres du 19e et du début du 20e, parce qu'un cuisinier à cette époque, c'était d'abord un interprète. Imaginez que vous soyez un musicien
et qu'on ne vous autorise qu'à jouer les grandes œuvres des maîtres. Ce qui a beaucoup changé, ce qui a Millot, enfin, c'est le. On veut parfois comparer la cuisine à la musique, à la peinture. Non, ce qui a modifié, et encore aujourd'hui, c'est la parole, c'est les mots, et c'est les mots qu'on pose. Voilà, et par exemple, Go et Millot ont fait un peu de dégâts, hein, c'est clair, hein, comme l'avènement de la cuisine moléculaire, mais ils ont par des mots, ils ont donné envie aux cuisiniers aussi. Moi, je fais partie de cette génération. Ils ont donné le courage et l'envie de. Et ils ont trouvé, parce que quand on commence à travailler très jeune, comme c'est mon cas et comme le cas de tous mes confrères, on est dedans, on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des plus jeunes. Aujourd'hui, ils parlent très bien, ils savent très bien s'exprimer, ils ont le recul que nous n'avions pas, ma génération. Et on a besoin de gens qui nous donnent les mots. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais c'est le cas de tous les artistes. C'est le cas de tous les artistes, ils ont besoin de la critique. Une des caractéristiques de la gastronomie, c'est que vous avez des artistes qui produisent des œuvres, de temps en temps ils se cherchent, de temps en temps ça ne marche pas bien. Il y a un public qui y accède, qui sait parfois pas très bien. Et puis vous avez, entre le public et l'artiste, vous avez la critique. Des gens qui sont capables, dans le meilleur des cas, d'aider, de désigner, de vous inviter à aller dans un sens. Et à un moment donné, ça prend. Des choses s'articulent entre l'artiste, la critique et le public. Et on a des mouvements comme ça. Je vais me permettre de vous interrompre pour laisser la parole à Tatiana, parce que je crois qu'elle a sa place dans ce dialogue. Au sens, non, je ne dis pas que vous l'abandonniez, mais non, au sens où, encore une fois, je crois qu'elle représente une génération. Vous parlez du terme artiste. Je ne suis pas sûre que Tatiana se sente artiste. D'ailleurs, Monsieur Gagnard, vous m'aviez aussi souvent dit que vous êtes plus artiste-artisan ou artisan-artiste qu'artiste tout court. On n'a pas le droit de se revendiquer artiste. On ne peut pas se présenter artiste en tant que... C'est votre droit, mais pas forcément celui des chefs. Non, je crois que c'est la modestie Tout à fait. des cuisiniers. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas les écouter. Ah non, mais je pense vraiment pas que ce soit de la modestie. Moi, j'ai pas du tout le sentiment qu'on soit artiste. J'ai l'impression que tous les jours, on fait un travail qui est beaucoup plus proche de l'artisanat et même d'un travail plutôt ouvrier, parce que c'est un travail où il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'heures, beaucoup de sueur. Et j'ai le sentiment que cette part de créativité, elle est construite par tellement d'autres choses que cette espèce de phénomène que les gens peuvent imaginer chez les artistes, qu'on est très loin en fait de l'art dans la cuisine. J'ai l'impression que la création dans la cuisine, elle est forcée par tout un nombre de contraintes, que ce soit les produits, les saisons, l'espace qu'on a dans une cuisine, le temps qu'on a, qui laisse finalement peu de place à la créativité artistique. Vous pensez qu'un grand artiste comme Rodin n'a pas passé des heures et des heures et des heures et des heures à répéter, à se confronter à la matière, à être dans la contrainte? Si, nous, ce qu'on a de différent de Rodin qui avait tout ce temps-là devant lui, c'est que tous les jours, 2 fois par jour, on a un service. Et du coup, ça accélère un petit peu les choses. Ouais. Et Tatiana, comment ça se passe dans votre cuisine? Vous avez une petite cuisine, vous êtes une équipe de 6, je crois, c'est ça? On est une équipe de 6 cuisiniers. Et vous avez un menu, une carte, hein, donc pas de menu fixe, qui change tous les jours en fonction des arrivages. Oui, un petit peu. Bien souligner que le servant ne sert que des produits bruts, comme chez Monsieur Gagnère aussi. On est vraiment dans cette cuisine-là. Comment vous créez au jour le jour, comme ça? Comment se passe la création des plats? Je pense très différemment de chez Monsieur Gagnère. On est un petit bistrot, on n'est pas du tout dans le même format. On fait une cuisine qui est assez participative. On a une équipe qui est très passionnée. Et j'ai une associée, ma sœur, qui participe beaucoup aussi à l'élaboration des menus. Et en fait, tout ça est un travail assez collectif. Voilà. Mais finalement, chez Monsieur Gagnère, ça se passe peut-être un petit peu comme ça aussi, non? Pas du tout? Racontez-nous, Monsieur Gagnère, comment ça se passe chez vous? Là, non, mais je reviens sur le problème de l'artisan. Non, je pense que est-ce que c'est l'objet du débat? Mais il y a vraiment... La cuisine est d'abord un artisanat, on est d'accord. Et puis,
C'est-à-dire qu'on fait, c'est des gestes répétés et on obtient des choses parfaitement bien faites. Voilà. Et puis, c'est l'époque, il y a eu des fractures, il y a eu, et ces fractures qui ont eu lieu dans les années 70, hein, je pense, 75, avec effectivement l'avènement de journalistes, hein, de Goemio, ça a amené des gens à se comporter différemment en cuisine, et ça a permis, des gens comme moi, de trouver je dirais un sens à leur vie à travers un médium qui est enfin, je ne sais pas si c'est un mot français, mais la cuisine. Voilà. Je revendique rien, mais moi, faire un métier, d'abord, je vis pas mon métier je vis comme un peu moins maintenant, mais presque comme une thérapie. C'est-à-dire que la cuisine était pour moi un vrai moyen d'expression, donc fortement très égoïste et très autoritaire. Moi, je suis à la fois très participatif, je fais très attention aux mots, à la façon de me comporter, la relation aux gens, mais c'est ma cuisine. C'est vous le chef. Et quand on parlait de Michel Nave, et c'est pas lui faire insulte, qui est mon collaborateur depuis 36 ans, c'est pas lui, aujourd'hui c'est pas lui qui dirige la cuisine, c'est un numéro 2 qui est avec moi depuis une vingtaine d'années, qui aujourd'hui dirige vraiment la cuisine, puisqu'effectivement, je suis moins présent. Mais Michel serait incapable de faire vivre cette flamme qui est très très personnelle. Et c'est deux mondes différents, hein, mais ce n'est pas deux mondes qui s'affrontent, ce sont deux mondes différents, avec deux façons très belles et très riches, et au bout du compte, très, très agréable pour le public, parce qu'au bout du compte, on a un public, et ce public, il va aller là, et il va avoir la possibilité de goûter différentes expressions culinaires. Pierre Gagnère parle d'une thérapie presque. Tatiana, comment vous le sentez-vous? Pourquoi est-ce que vous cuisinez? Déjà parce que j'adore ça. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'ai choisi ce métier pas si jeune en fait. Et j'adore ça. Donc ça me rend très malheureuse de ne pas cuisiner. Et moi ma thérapie elle est moins dans la création que dans l'effort, je pense, qu'on fournit tous les jours, et la labeur, qui est quelque chose dont j'ai besoin en fait au final, plus que plus que de la création ou du résultat créatif ou voilà. Moi ce qui m'anime c'est le travail, enfin l'effort, et puis les gens avec qui on travaille, qui travaillent pour nous, les producteurs, les cuisiniers, tous les gens qui forment en fait l'équipe au sens très large d'un restaurant. Voilà, moi c'est ça qui m'anime. Vous parlez des producteurs. Bon, je ne sais pas si M. Gagnère voudra en parler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de la traçabilité. Je change un petit peu d'axe là. On a eu des crises sanitaires, des problèmes comme ça. Et il me semble aujourd'hui que le cuisinier, le restaurateur dans son restaurant, est un lien fort entre la production, le bon ou le mauvais produit, et un public un petit peu déboussolé qui essaye de mieux manger, de comprendre les enjeux, etc. Est-ce que vous vous sentez dans ce rôle, et comment ça, je crois savoir un petit peu. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est important pour vous dans votre démarche globale, pas seulement la cuisine en tant que telle? Ce qui est important pour nous au restaurant, je pense que je parle pour toute mon équipe, c'est de se poser des questions. Il faut qu'on se pose. On peut pas. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on peut pas acheter n'importe comment. On est dans un contexte où on a l'obligation un peu de se poser des questions sur comment on achète, à qui on achète, à qui on donne notre argent, et ensuite, dans un deuxième temps, transformer ce qu'on achète avec respect et donner le plus de plaisir possible aux gens, sans dénaturer les produits, bien sûr. Et vous achetez à qui alors? C'est à qui vous choisissez de donner votre argent? On achète au maximum à des gens
qui font les choses très bien. Donc, des gens qu'on connaît de près ou de loin, mais la plupart des gens, on arrive à mettre un visage sur eux. On essaye de faire très attention à comment ils travaillent, à ce que ce soit dans le respect de l'écologie. Après, on n'est pas là pour donner des leçons non plus aux gens, on n'est pas là ni pour être un exemple. Nous, au restaurant, on a le sentiment qu'on n'a pas vraiment le choix, que c'est une obligation qu'on a de faire ça. Vous me disiez même que c'était peut-être un petit peu le sentiment de votre génération de cuisiniers, que vous n'avez pas le choix. Oui, alors c'est ce que je disais, puis en reparlant un petit peu, je me suis rendu compte que c'est peut-être un petit peu la génération. C'est les gens que je connais qui sont proches de moi, donc peut-être que c'est aussi parce qu'on est. Mais oui, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les jeunes qui ouvrent un restaurant ont quand même ça quelque part dans leur tête. Et comme M. Gagnard disait tout à l'heure, on a aujourd'hui, effectivement, quand on est cuisinier, la chance de pouvoir s'exprimer. Et ça aide, je pense, de mettre des mots là-dessus, ça aide, ça fait réfléchir les gens. Monsieur Gagnard, vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Peut-être, enfin, la question que je voulais vous poser un peu plus globale, c'était, vous, ça fait, je ne sais plus combien de temps que vous êtes en cuisine? 50 ans. 50 ans. Vous avez vu du pays, quoi. Et comment est-ce que la cuisine a évolué? Est-ce que vous avez vu des changements depuis votre cuisine? Ça, c'est plus mon voisin qui va en parler. Non, moi, ce que je peux dire, c'est que l'histoire des produits, par exemple, effectivement, c'est devenu un peu fondamental parce que l'air du temps fait qu'on se pose des bonnes questions. Ces questions, on ne se les posait pas il y a 30 ans. Voilà. Moi, ce que je peux dire par rapport aux produits, cette obsession, je l'ai eue dès le départ, parce qu'effectivement, il y a une chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que quand j'étais gamin, on nous parlait de la faim dans le monde. Et on nous disait, voilà, on va éradiquer la faim dans le monde, et la faim dans le monde est toujours là. Donc j'ai compris un truc, c'est qu'avec un verre d'eau et quelques dattes, on pouvait vivre. Donc, et puis par mon éducation, un peu frugale, j'ai très vite compris qu'on était finalement un petit peu dans du futile, quoi. Voilà. C'est-à-dire nous, le monde de la cuisine, la bouffe, il y a un moment, ça sert à rien, quoi. C'est trop, c'est trop. Donc, ce qui la rend belle, c'est quand c'est justement autre chose que de la cuisine. Voilà. Et les produits, effectivement, moi j'ai toujours été horrifié par les turbos carrés, les parures qu'on jette. Non, dès le départ, et ça c'est mes compagnons de route, Michel Brasse et Rollinger, qui sont vraiment mes frères d'armes dans ce métier. Monsieur Rollinger qui était sur ce plateau l'année dernière. Ouais, on a le même discours et nous dès le départ on a compris qu'on devait, on est de la même génération, évidemment respecter les produits. Alors aujourd'hui, effectivement, tout le monde découvre ça parce qu'il y a les poulets aux hormones et la vache folle et nanana. Et là on est un peu dans le mur et aujourd'hui donc tout le monde veut faire marche arrière. Mais marche arrière comment? Je réponds pas, moi je sais pas, je peux pas répondre. Marche arrière, Tatiana? C'est une marche arrière pour vous? Attendez, je précise ma question. Marche arrière par rapport à un univers qui s'est emballé, oui. par rapport même pas à la malbouffe, par rapport à de la bouffe dangereuse, de la nourriture dangereuse. Voilà. Monsieur Poulain, est-ce qu'on peut cuisiner aujourd'hui comme on cuisinait hier, au vu de ce que vient de dire Monsieur Gagnard? Quelle est votre vision? La position des chefs, qu'ils soient dans des postures de signature ou qu'ils soient dans des postures d'artisans, parce que les deux profils ont leur place dans la gastronomie française. Et on a aussi dans la gastronomie française des cuisines très régionalisées, d'autres qui le sont moins. On a une matrice gastronomique qui est large et qui laisse des espaces. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est un intérêt pour les choses bien faites. Un intérêt pour les choses qui sont... Et de ce point de vue-là, ils ont des postures... Alors, c'est vrai que on est peu nombreux à aller manger chez les 3 macarons Michelin. Mais pour autant, leur espace d'influence est plus large. Parce qu'ils constituent des porte-voix, parce qu'ils constituent, par moments même sur certains sujets, c'est presque un peu paradoxal ce que je vais dire, des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'ils nous invitent à regarder un certain nombre de points
qui, dans notre rapport à l'alimentation, devrait être un peu pris en compte. C'est compliqué à percevoir, parce qu'on voit bien qu'on est dans le luxe à son niveau le plus élevé, parfois presque extravagant, et qu'en même temps, et peut-être c'est l'intérêt de cette gastronomie qui fait que même quand on est dans un restaurant moyen, on a un rapport esthétisé à l'alimentation. Et cette distinction que j'ai essayé de faire. Notre attention, l'attention que nous portons à l'alimentation, ils en sont un peu les garants, ils en sont un peu, ils nous rappellent l'importance que ça doit avoir. Alors, après, il y a une série de conséquences. Et je pense que cette fonction des chefs, le chef, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est dans son restaurant, ils ont une fonction publique, ils ont une voix qui nous invite à réfléchir sur notre relation à l'alimentation. On parlait plutôt de manière un peu plus globale sur le rôle de la cuisine. Alors, Monsieur Gagnère, vous avez dit que finalement la bouffe, c'est futile. Je ne sais pas si je suis d'accord et je ne sais pas si Monsieur Poulain est d'accord. C'était ma réflexion. La grande cuisine, C'était enfin, ma réflexion d'un gamin de 18 ans. Oui. Aujourd'hui, je réponds pas, je pense tout à fait le contraire. La nourriture est d'abord, c'est très important. La façon de manger, l'heure à laquelle on mange, on en parlait tout à l'heure, l'importance d'un repas, du repas partagé, le rôle social de la nourriture, et c'est pour ça que les restaurants marchent. Et c'est pour ça que tout type de restaurant a sa place, parce qu'aujourd'hui, le restaurant, il remplace un peu le repas de famille, parce que la maman, elle a plus le temps à midi de préparer le petit frichti. Donc, d'où l'importance de notre profession. Non, puis la nourriture, elle va au-delà de ça, effectivement, vous l'avez dit, sans s'en rendre compte, on pose les bonnes questions. Pourquoi le poulet Moi, j'ai connu, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans, on ne cuisait pas de veau dans les restaurants. Le veau, c'était de l'eau. Il fondait, il perdait 80%, il perdait 70%. Voilà. Moi, j'ai fait un repas il y a quelques mois dans je dirais pas où, dans un pays lointain. On avait des calamars. On avait une montagne de calamars. Ils se sont réduits à une boîte de petits pois, quoi. C'était hallucinant. Il venait d'où ces calamars? Je dis j'arrête, j'ai vu de mes yeux, là, les délires d'un produit qui était je ne sais pas d'où et qui était incuisinable. C'était scandaleux, quoi. Donc, Monsieur Poulain, vous me disiez que la cuisine peut être un levier, et je pense que là, on est dans le sujet, par les choix qu'on fait en mangeant, les choix que font les chefs en choisissant les produits avec lesquels ils travaillent. Est-ce que c'est pas un outil important du changement? Alors, c'est intéressant parce que lorsque Pierre Gagnère a parlé de futilité, il a introduit l'idée dans une chaîne argumentaire qui était autour de la problématique de la faim dans le monde. Et donc, on pourrait effectivement se dire, les grands restaurants, tout ça, quand il y a 1,2 milliard de personnes qui est dans une situation et qu'il y en avait 800 millions il y a quelque temps et que ça s'est aggravé et que pourtant il y a des gens qui s'y attellent à ces questions. Donc oui, on pourrait dire, mais bon, notre manière, nous sommes des chanceux et nous sommes dans un univers particulier et ceux qui peuvent aller dans ce type de restaurant, c'est des super privilégiés. Alors, on va le regarder un tout petit peu autrement. La question de la faim dans le monde est une question qui est revenue plutôt, sur l'agenda politique, l'agenda d'aujourd'hui, de nos préoccupations. Et cette question-là, en 2 mots, lorsque les économistes regardent les sociétés évoluer, ils ont tendance à voir une sorte de convergence de toutes les sociétés vers un modèle dans lequel on consomme plus de produits d'origine animale, que ce soit de la viande ou que ce soit des matières grasses. Et c'est vrai que quand on le regarde à l'échelle macroéconomique ou macrosociologique, on voit des choses comme ça. Cependant, quand on regarde les choses concrètement, en Chine, en Indonésie, en Inde, on s'aperçoit que quand les sociétés se modernisent,
l'évolution des manières de manger n'est pas tout à fait la même. Et de ce point de vue-là, en 2 mots, quand la Chine gagne du PIB ou des classes moyennes émergent, ils mangent plus de porc, ils mangent plus de bœuf. Quand ça se passe en Inde, eh bien, ils mangent plus de lait, ils mangent plus d'œufs, plus de poulet. Quand ça se passe en Indonésie, ils mangent plus de poissons. Et tout ça, ça renvoie à des matrices culturelles, religieuses, des tabous, des interdits, des goûts. Et comprendre que ces différences culturelles, elles sont une chance dans le challenge que nous allons avoir, dans l'affrontement de ce challenge de nourrir l'humanité. Parce que si nous mangeons demain tous la même chose, tous du riz ou tous du blé, et que pour des raisons climatiques, pour des raisons politiques, on ait des problèmes de production sur ce qui est l'alimentation de base, on aura tous nos œufs dans le même panier. Or, la chance des cultures alimentaires et de leur diversité, c'est de nous offrir, en fin de compte, une manière très différente d'affronter cette question. Et les chefs, ce sont eux qui ont entre leurs mains l'actualité des cultures alimentaires. Une part, parce que dans les maisons, les cuisiniers de tous les jours, les mères de famille, parfois les hommes, ont entre leurs mains aussi. Mais les chefs, parce que c'est des professionnels, parce qu'ils s'y collent tous les jours avec des problèmes techniques, avec des nouveaux produits, ils ont dans leurs mains la dynamique de ces cultures alimentaires. Et il y a une sorte d'international intéressante des chefs dans cette fonction qu'ils ont d'entretien, de transmission, d'alerte, de l'importance de ce que sont les cultures alimentaires. Et Monsieur Gagnère, qui a de nombreux restaurants dans le monde, vous êtes peut-être un observateur privilégié pour ça. Je viens de constater une hérésie. J'ai la chance d'avoir, il y a quelques semaines, ouvert un lieu au Vietnam. Et le Vietnam, c'est un pays que je connais un petit peu, je suis allé souvent, c'est un beau pays où la cuisine est extraordinairement douce, colorée, sensuelle, florale, beaucoup d'odeurs. Et je connais, donc c'était à l'aéroport je crois, d'Hanoï, oui. J'y suis allé, donc la dernière fois j'étais allé, c'est encore le pays, il y a donc 7-8 ans, le pays était encore un petit peu fermé, pas fermé, mais un petit peu encore dans la fin de cette... Donc il y avait encore des petites échoppes et tout. Et là, l'aéroport est tout neuf, et qu'est-ce qu'il y a? Des Burger King. Mais il n'y en a pas un, il y en a 10, 5. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, évidemment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de faire ce qu'on fait. On ne doit pas avoir honte. Parce que justement, il y a des choses qui nous dépassent. Et là, pour le coup, c'est votre question, ce que vous dites est intéressant, mais malheureusement, quand vous arrivez à Hanoï, à l'aéroport, c'est quoi? Et ils sont là, les Vietnamiens, ils mangent ça, et avec plaisir, parce qu'ils découvrent une nourriture dite peut-être branchée. Alors pour nous, ça ne nous fait plus rêver, bien sûr, mais eux, ils découvrent ça, et ils sont heureux, et ils sont contents parce qu'ils mangent du moderne. Et on pourrait penser que c'est terminé, mais pas du tout. Et dans de nombreux pays, on est bien loin. Ça n'est pas terminé. Mais si on s'embarque là-dedans, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je voulais me tourner vers Tatiana. Justement, la sensation que j'ai dans votre restaurant, c'est aussi cette envie que vous avez de partager, parce que vous avez des origines métissées, une maman philippine, un père français, vous avez passé beaucoup de temps à Bangkok. Tout ça, est-ce qu'il y a aussi cette volonté de faire découvrir un petit peu des goûts, je dirais pas, c'est jamais de trucs expérimentaux, complexes et moléculaires, mais des goûts bien un sûr, petit peu il y a nouveaux. la volonté d'abord de partager ce qu'on aime, nous, ce qu'on aime manger et ce qu'on a eu l'habitude de manger, et puis de faire goûter des choses un peu différentes aux gens et de les pousser un petit peu dans leur retranchement, de pas sur trop le piment, par exemple. Sur le piment, par exemple. Mais en fait, on est très contents parce qu'on se rend compte que les gens sont... Alors qu'on avait peur un peu de leur réaction, parce que le piment, c'est quelque chose qui peut susciter vraiment des réactions fortes chez les gens, voire de la colère. Mais en fait, dans l'ensemble, les gens sont assez réceptifs et assez... quand ils n'ont pas l'a priori de manger quelque chose qui va leur faire du mal, sont en fait assez contents de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Même si au final la sensation n'est pas quelque chose qui leur plaît plus que ça, mais ça leur fait quelque chose. Et j'ai envie
de parler juste d'un petit détail, mais c'est ce que a dit M. Poulain qui m'y fait penser, c'est ce petit wonton au boudin, qui est un peu votre signature. Un wonton frit au boudin, il faut goûter ça. C'est quelque chose finalement c'est une super idée. Moi, je pense pas, je n'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Avec un produit très modeste, hein, le sang de porc, et dans une tradition un petit peu asiatique, il y a comme ça une démarche un petit peu à la fois de donner quelque chose à goûter qui est une idée modeste, simple, enfin, bonne. Oui, d'abord c'est quelque chose qu'on a fait pour que les gens puissent partager, en début de repas, pour que les gens puissent partager quelque chose. On travaille à la carte, donc après c'est un peu chacun pour soi, mais le début du repas commence par des petites choses comme ça. Les zakouskis. Les zakouskis, c'est le nom qui est au encore menu. un mot d'ailleurs, mais que les gens partagent. Et ce wonton de boudin, ouais, c'est un mélange un peu entre le dinoguan, qui est le boudin noir philippin, qu'on mange pas du tout dans des raviolis, mais qu'on mange beaucoup aux Philippines, et puis le wonton qui est chinois, et la volonté, voilà, de faire un truc facile et bon, et la friture en début de repas, parce que ça fait toujours, quand on a faim, ça fait toujours plaisir. Alors, je tiens à dire que on est d'accord. Enfin, moi, j'aime pas ce terme-là. Et je pense que vous non plus. C'est pas une cuisine fusion. C'est pas une cuisine qui fait des amalgames, qui amasse un peu tout. Mais c'est une cuisine métissée comme ça, qui accepte plein d'influences et qui va un petit peu dans ce sens de découvrir, de sortir un peu des sentiers battus, de découvrir d'autres goûts. Oui, je pense qu'en toujours fait, accessible en même temps. J'aime pas trop le terme fusion, mais c'est une cuisine effectivement métissée, ce qu'on est, nous, ma sœur et moi, et pourtant on est très français, très française. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on essaye de montrer cette nouvelle cuisine française, en fait, qui naît d'un métissage culturel. Ça, c'est intéressant et c'est vraiment peut-être une des clés, peut-être finalement de la cuisine de demain. La cuisine de demain, d'abord c'est de plus en plus de femmes en cuisine. Moi-même, j'étais au départ un peu sceptique, mais aujourd'hui, il n'y en a pas une, il y en a 100. De plus en plus. Et en France, on est largement en retard. Moi, je joue à notre restaurant à Londres. On a une grosse équipe de cuisine, puisque je crois qu'on est presque 60. On a plus de femmes aujourd'hui que d'hommes, des filles formidables. Et puis, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est effectivement il y a trois choses. Il y a effectivement l'influence voilà, parfait métissage. Elle est totalement française, mais elle a un sang qui vient d'ailleurs. Et ça, forcément, sa cuisine est différente. Et troisième chose aujourd'hui, et ça, je pense que ça, vous pourriez peut-être en parler. Moi, j'ai un BEPC, j'ai passé pour un intellectuel en cuisine. Aujourd'hui, moi, j'ai la fille d'un ami. Cette fille, 28 ans, elle a fait Polytechnique à la Lausanne, elle est bourrée de diplômes, elle a tout arrêté, et depuis 3 ans, elle fait la cuisine. Et d'ailleurs, ces filles-là ne viennent pas chez nous, elles vont chez des gens plus jeunes, parce qu'ils sont plus frères d'armes. Voilà. Et ça aussi, ça va beaucoup changer la cuisine de demain, parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui, il faut le dire, entre guillemets, ont plus éduqués, qui ont plus de réflexion, manqueront peut-être de maturité sur certains points, mais auront une vivacité et une lecture de la cuisine, beaucoup plus vive, beaucoup plus fine, beaucoup plus rapide, quoi, voilà. Et ça, ça va changer beaucoup le paysage culinaire. Et Tatiana en est la preuve. Parfaite synthèse, merci M. Gagnard. J'ajouterais à cela aussi, de la part de cette jeune génération, un sens socio-économique. Alors, on parlait de responsabilité, on ne sait pas si mais une conscience socio-économique sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut plus faire, une réflexion sur le gaspillage aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais enfin, vous l'avez évoqué sur les parures, etc., mais même le gaspillage du restaurant en tant que tel. Est-ce qu'il y a moyen de recycler les déchets, d'en faire du compost? Enfin, tout ça est en réflexion, je pense, dans cette génération. Alors,
je pense que chez vous, c'est un peu pareil. Mais c'est notre époque aussi. Non, mais nous, c'est vrai que j'ai cité Michel Brassens et Rollinger et quelques autres qui sont pas des gens que je côtoyais moins. On était quelques-uns, mais c'est vrai que c'était pas évoqué. C'est parce qu'il y a aussi l'effet de mode. Alors aujourd'hui, effectivement, quand la presse, les médias s'emparent d'un sujet, ça fait tout de suite, ça fait un buzz et les choses, bien sûr, prennent de l'importance. Et aujourd'hui, effectivement, ce sujet-là prend de l'importance, évidemment, et c'est une très bonne chose. On va consacrer un tout petit peu de temps aux questions, mais avant ça, M. Poulain, vous voulez commenter sur cet aspect-là? Oui, cette question des fusions, métissages, certaines parlent de créolisation. On a une position particulière sur l'échiquier gastronomique. C'est que la culture française a très peu d'interdits alimentaires. Et les cultures, on va dire, d'origine catholique du sud de l'Europe, ont peu de tabous, peu d'interdits alimentaires. Ce qui fait qu'on peut brasser large, on peut mélanger un certain nombre de choses. Et quand on se déplace, il y a d'autres formes de métissage qui sont faites de façon assez différente dans des cultures qui, par exemple, ne consomment pas de porc, ne consomment pas de bœuf, ou dans lesquelles vous avez des couches de la société qui sont de cultures différentes. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a un axe de très forte communication. Alors, le Vietnam en fait partie, mais le Japon, la Chine, la France ou l'Espagne, où vous avez des registres alimentaires qu'on peut mêler et on peut aller puiser dans d'autres espaces tout en mêlant ici. Mais si vous vous déplacez dans certains d'autres lieux, je pense par exemple à Kuala Lumpur en Malaisie, où vous êtes dans un pays musulman et vous avez des gens, des grands cuisiniers dans les grands hôtels, ils sont obligés de travailler dans un espace de métissage qui est très différent. Et de ce point de vue-là, ils ont besoin d'avoir une culture sur les cultures alimentaires extrêmement importante. Et c'est tout à fait juste, la génération des jeunes cuisiniers, je pense à Paul Perret qui est passé par Toulouse. Moi je l'ai eu comme étudiant et Paul faisait des études de médecine et puis à un moment il n'en pouvait plus, il faisait pour papa et maman et puis il avait envie de faire la cuisine. Et aujourd'hui c'est un des très grands chefs contemporains installés à Shanghai. À Shanghai, voilà. Et vous avez des gens qui ont une approche très culturelle de l'alimentation. Alors, c'est extraordinaire dans la bouche de Pierre Gagnère. Mais à méditer avec toute la sagesse. Pas culturel, moi c'est l'instinct qui a. C'est la survie qui m'a fait cuisiner. C'est pas. J'ai pas mis la culture, elle s'est raccrochée après à mon histoire, mais au départ c'est pas ça. Donc, alors ça c'est le danger effectivement quand on a fait 10 ans d'études quoi. Moi j'ai pas fait 10, j'ai fait moins 5. Ah oui, vous en avez fait beaucoup plus après. Ah bah oui. Vous avez fréquenté des gens qui vous ont aidé à travailler. Surtout, voilà, ouais, j'ai fréquenté surtout moi et moi. Et je crois que c'est... Non, mais ça sérieusement, hein, c'est un sujet aussi intéressant. Je crois qu'il y a un moment où on est face à soi-même et ce qui fait... Ce qui me permet de dire ça aujourd'hui, c'est qu'effectivement, parce que ayant pris malheureusement un peu d'âge, ou heureusement, je peux me permettre de dire que la durée... C'est ce qui valide, mais c'est vrai dans tous les domaines. Hein. La durée, c'est la validation de la qualité de votre travail, la sincérité de votre travail. Et parce que si c'est pas sincère, ça explose en vol, quoi. Et je crois que ce qui est important, c'est ça, fameuse. C'est la seule chose peut-être que je peux, qu'on me donne conseil, non pas de conseil. Soyez vous-même. Soyez sincère. Le dernier point, c'est sur la position des femmes. Il y a toujours eu des femmes en cuisine. Et on se rappelle Paul Bocuse chantant son apprentissage avec la mère Brasier. Avec la mère Brasier. Voilà, et disant c'est là que j'ai appris à faire la cuisine. Et donc, la mère Poilate, on a des figures. Mais ce sont des figures plutôt maternelles. C'est des figures de gens installés dans la profession. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, dans les années 70... C'est des mamans qui cuisinaient. C'est des mamans, absolument. Quand Olympe arrive, on se rappelle, voilà, et on voit arriver une autre figure. C'est des jeunes femmes séduisantes, avec un autre style de cuisine qui apparaît. Et je crois qu'aujourd'hui, on a effectivement une féminisation, et
extrêmement intéressant. Non, mais c'était quand même ponctuel. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas, quoi. Il y a vraiment une masse de jeunes femmes qui rentrent en cuisine et qui prennent le pouvoir. C'est bien. C'est bien. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro qui circule. Oui, Puis ça reste, question. Bonjour. On a passé 3/4 d'heure là à apprendre plein de choses sur Pierre Gagnère, sur Tatiana. Pierre Gagnère qui a eu son BEP, Tatiana qui est d'origine philippine. Mais le thème de cette heure, c'était quelle cuisine pour demain. Et là, j'ai absolument rien appris par rapport à ça. Il n'y a eu aucune question sur quelle cuisine pour demain. Voilà. Bon. Ok. Je crois qu'il était important de faire un petit tour de la cuisine aujourd'hui, avant de parler de la cuisine de demain. Et à mon sens, Monsieur Gagnère et Mademoiselle Leva représentaient un petit peu cette identité. Et je crois que Monsieur Gagnère l'a un petit peu Oui, moi, je l'ai résumé sur une féminisation de la cuisine, une cuisine qui inclut des métissages et certaines contraintes aussi. On peut peut-être parler de cette idée de contrainte, Tatiana, que vous ressentez souvent sur les choix que vous faites, qui ne sont pas forcément des choix luxueux et qui, à mon avis, prennent en compte des problématiques modernes et du futur. C'est-à-dire on ne peut plus faire n'importe quoi. Il me semble que ça a été évoqué, mais peut-être vous vous sentez frustré et vous attendiez peut-être à ce qu'on parle de cuisine moléculaire, de cuisine technique, je ne sais pas. Monsieur Poulain, vous voulez parler? Oui, on peut prolonger la discussion dans ce sens. Je pense qu'il faut distinguer qu'est-ce qui se passe sur la scène de la gastronomie, qu'est-ce qui se passe sur la scène de la cuisine de tous les jours ou d'une cuisine. Ce qui se passe sur la scène de la gastronomie, c'est que on assiste entre autres choses, un double phénomène pour désigner l'excellence. La façon historique dans le modèle gastronomique français et qui servait de modèle de façon un peu expansionniste jusqu'à un passé récent, c'était les experts des guides et le Michelin était le saint des saints. C'est-à-dire qu'il y avait cette instance de l'expertise qui désignait ce qui était beau, ce qui était bon, et qui, lorsqu'on avait un macaron, 2 macarons, 3 macarons, la vie changeait pour le chef, totalement. Et puis il y avait d'autres formes d'expertise, c'était des critiques gastronomiques, c'était d'autres guides. Et puis on a vu apparaître à partir du milieu des années 90 une autre manière d'accéder à la notoriété. Et cette manière d'accéder à la notoriété, elle a démarré avec, de façon assez étonnante, le restaurant, la classification de restaurant magazine, qui était un tout petit magazine anglais, lu par les professionnels. Et puis, on ne sait pas, germe dans l'idée probablement d'un stagiaire d'une école de commerce, l'idée de classer les 50 meilleurs restaurants du monde. Quand on regarde le premier classement, on a les bras qui tombent. 30% des restaurants sont anglais, il n'y en a quasiment pas en Asie. On a affaire à quelqu'un qui ne connaît absolument pas la scène internationale de la gastronomie. Mais on est au moment de la Seconde Guerre du Golfe, et quelque temps auparavant, Arthur Lyubov, qui est un des grands critiques d'art américains, vient de faire dans le New York Times un papier dans lequel il attaque la gastronomie française. Et il dit « L'avant-garde de la créativité gastronomique vient de franchir les Pyrénées, la France roupille pendant que l'Espagne s'envole. » À ce moment-là, on est quelque temps après le suicide de notre ami Loiseau, et la presse française est totalement tétanisée. Votre collègue Jean-Claude Guilbeault, qui tient la rubrique gastronomique, va voir le rédacteur en chef et il obtient la page 17 en dessous de la météo pour répondre à ce qui a été 7 feuillets dans le New York Times. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Y compris les chefs. Parce qu'on voit une médiatisation absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Dans toute la presse anglo-saxonne,
les agences de presse envoient la classification, et pour un journaliste, c'est facile à faire. Les Français sont plus en haut, c'est les Anglais, c'est les Américains, et il n'y a pas besoin d'y connaître quoi que ce soit. Auparavant, pour faire de la critique gastronomique, il faut connaître. Et émerge, je fais vite, émerge un nouveau modèle pour désigner l'excellence. C'est la notoriété. Pour avoir la notoriété, quand on est un chef français avant, il faut les 3 macarons Michelin, et là, on vous invite aux 20h30, aux 20h. Et là, vous pouvez parler, et des millions de personnes vous entendent. Restaurant Magazine, plus besoin d'excellence. Quelqu'un vous désigne, et on va discuter de ce quelqu'un, et vous voilà maintenant propulsé, mais pas seulement sur la scène française. Il y a quelques années, avec Michel Brasse, on va à Kuala Lumpur. Conférence de presse, des gens montent de Singapour. La première question, il vient d'être élu meilleur chef d'Europe par ses pairs. Première question d'un journaliste de Singapour, comment fait-on pour être numéro 5 sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde? Et Brasse a les bras qui tombent, parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt. Mais aujourd'hui, on a cette double ligne de construction de la notoriété. Donc ça, c'est un premier élément de la réponse. Les chefs, aujourd'hui, sont confrontés à tenir avec les guides, certains ont décidé d'arrêter, et sont obligés de travailler avec la presse, parce que la presse parle d'eux et leur donne un porte-voix. Deuxième partie de la question, comment on va manger au quotidien? 1969, le Nouvel Obs lance un supplément qui s'appelle un supplément écologique. Et le titre du supplément s'appelle Le Sauvage. Et le titre, c'est « Préparons-nous à devenir végétariens ». Et le grand titre, c'est « Les militants du légume ». Et qu'est-ce qu'ils annoncent dans cette... eh bien, ils nous annoncent un certain nombre de thèmes qu'on voit réapparaître aujourd'hui. C'est-à-dire, comment allons-nous, au fur et à mesure que la population mondiale va augmenter, comment allons-nous devoir éventuellement modifier nos manières de manger pour pouvoir habiter la planète tous ensemble? Allons-nous tous devenir végétariens, quoi. Par exemple. Et tout à l'heure, on avançait un petit peu dans cette piste avec l'idée que nos modèles alimentaires diversifiés à l'échelle de la planète constituent de formidables ressources. Comme on a eu à une certaine époque le sentiment qu'il fallait protéger et faire des banques de gènes pour les produits alimentaires, pour les produits végétaux, qu'il fallait protéger la biodiversité, eh bien, il faut protéger l'ethno ou la culturo-diversité des cultures alimentaires. Les solutions qu'on a trouvées dans l'échelle de l'histoire pour faire des aliments dans différentes parties, pour les utiliser, pour les faire bons, pourront constituer une mémoire à partir de laquelle on pourra travailler dans l'alimentation savante ou dans l'alimentation quotidienne. Il y a des challenges très sérieux qui se présentent vers nous. Ceci dit, la question aujourd'hui est moins une question d'accessibilité à la nourriture qu'une question de production, et sans doute pour un moment encore. Aujourd'hui, le milliard, de personnes qui ont des difficultés pour accéder à la nourriture, c'est pas parce qu'on manque de nourriture. Il y a de la nourriture, mais elle n'est pas à l'endroit où il faut, et ça nous amène à revenir peut-être sur la question des restes. Sans monopoliser la parole, mais moi je suis né dans mon père était restaurateur et traiteur. Les déchets étaient vendus et les plongeurs se faisaient un peu d'argent avec les déchets qu'ils vendaient. Et ça partait pour nourrir des cochons. Aujourd'hui, on paye pour les mettre à la poubelle. Et après on dit mais on gaspille beaucoup. C'est absolument formidable. Je pense que cette question-là, il y a toute une série d'éléments sur lesquels, sans doute, faudra-t-il revenir et réfléchir. Je crois que ça émerge à peine, cette question. Ça commence vraiment à être un petit peu sur le tapis des restaurants et du grand public. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, à République, sur la place, à l'occasion de la fête de la gastronomie, il y a une grande disco-soupe où on cuisine des produits qui autrement auraient été jetés. Et je pense, M. Gagnère, si vous voulez finir avec ça, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte aujourd'hui et que vous allez de plus en plus prendre en compte? Ça, je l'ai toujours intégré. Parce que je suis un enfant de la campagne, donc les restes, je connais, quoi. Cuisiner juste,
Effectivement, donc c'est du bon sens tout ça. Et je comprends la frustration de monsieur tout à l'heure, mais nous sommes des acteurs et je savais que ça se passerait comme ça, les discussions. On est des acteurs de l'histoire. On n'est pas des sociologues. Alors voilà, monsieur peut en parler. Mais nous, demain, voilà, demain, c'est les femmes en cuisine, c'est le métissage culturel, voilà, c'est ça qui va. Le plat préféré des Français, c'est paraît-il le couscous. C'est pas bon, c'est pas français le couscous. Voilà. Donc on avance et puis après il y a des fractures qui sont. Qui nous aurait dit l'an dernier qu'on aurait ces hordes de gens sur les routes? Tout le monde plus ou moins en parlait, mais personne ne voulait vraiment en parler. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question. Enfin, là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors après, mais je suis comme vous, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain, c'est ce qu'on transmet. Voilà, on n'est pas voyant, mais on peut essayer de voir où on va. Et je pense que vous êtes tous les deux de très bons exemples. Entre autres, hein, il y a beaucoup d'autres gens sur la scène culinaire aujourd'hui, mais vous êtes tous les deux de très bons exemples de cuisiniers conscients qui allaient qui intégraient des problématiques modernes pour aller vers une cuisine. Et puis on oublie aussi la cuisine, c'est une économie. Moi je dis souvent que j'aime pas les voyages. Je voyage pourquoi? Parce qu'en 96 j'ai tout perdu. Donc, j'ai eu que ne cesse que de reconstruire mon univers qui me donnait du sens à ma vie. Mais aujourd'hui, ces voyages, je les fais aussi. Pourquoi? Parce que bien sûr, j'ai des équipes et là, je construis des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, ce que je vis dans mon restaurant parisien, c'est une économie qui est totalement délirante, parce qu'on utilise effectivement des très très beaux produits, mais pas forcément homard caviar truffe, hein. C'est le maquereau, c'est la lisette, c'est la sardine, mais ça coûte quand même cher. Et puis ce qui a beaucoup changé, et ça c'est peut-être aussi la cuisine de demain, c'est les horaires, parce que Tatiana doit travailler 14 heures par jour, voilà, et deux, c'est les salaires, les charges, voilà. Et ça, c'est un problème. Mais c'est pas un problème parce que les gens sont payés. Ils sont pas assez payés, les gens. Mais aujourd'hui, nous avons. C'est de la main-d'œuvre. Et tout ça, c'est relié, pas qu'à du plaisir, c'est relié aussi à une véritable économie d'entreprises qui sont soumises aux mêmes pressions qu'un type qui fait des boulons. Voilà, aujourd'hui, il vaut même faire de l'informatique et des startups avec. Voilà. Excusez-moi, on est au bout de notre temps, mais je crois que Tatiana avait un petit mot à dire, non? Je suis d'accord. Ah bon. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai qu'un restaurant et la cuisine qu'on fait dans un restaurant, c'est une vraie économie. Et, et ça c'est d'autres contraintes dont on n'a pas parlé parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup d'argent, mais c'est vrai que c'est compliqué et la cuisine de demain, il faudrait qu'on fasse un petit peu attention à comment économiquement on arriverait à concilier les questions d'écologie, de mieux manger, de tout ça, avec la possibilité de continuer à ouvrir des restaurants où on fait les choses bien, parce que c'est pas évident aujourd'hui. De donner du travail aux gens, ouais. de respecter ces gens. Ouais. Mais bon, c'est faisable, il faut le faire. Bon, je crois malheureusement qu'on a fini, ou est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Une question, si elle est courte. Bonjour, je fais partie de ces gens qui ont fait des études avant et je me destine au journalisme gastronomique. Pour ça, j'ai passé un CAP à Ferrandi. J'ai été notamment au Gaïa pendant quelques semaines pour faire un stage où là-bas, contrairement à mon premier stage que j'ai fait dans un autre restaurant, on m'a respectée. Et du coup, ma question c'est, est-ce que la cuisine de demain, au lieu de respecter le produit, en plus de ça, elle ne respecterait pas les brigades? Mais ça, c'est les évident. brigades. Je pense que c'est ce à quoi aussi on faisait allusion là juste à l'instant. Ça, c'est évident, et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est quelque chose qui, bon, après c'est très à la mode aussi comme sujet, mais évidemment que c'est notre responsabilité en tant que restaurateur de faire très attention à nos équipes et parce qu'il en joue de l'image du métier qui a été un peu sali, et c'est très dommage. Et bien sûr qu'à l'avenir, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention, les gens qui travaillent avec nous. Et
Mais je pense que dans la plupart des restaurants où les gens se posent des questions, en tout cas, c'est une des questions qui se posent, bien sûr. Je voudrais juste dire quelque chose que vous m'avez dit à une autre occasion. C'était, bon, au servant, vous êtes 6 en cuisine, c'est ça? Et chaque employé a un jour, ils ont 3 jours de repos par semaine, ce qui est assez rare dans la restauration. Mais surtout, ce que vous m'avez dit, c'est moi, si mon équipe est heureuse, joyeuse, je suis heureuse, je suis contente d'être à la tête de ce bateau-là, et en plus, ils cuisinent mieux. Donc je pense qu'il y a tout à gagner, et qu'effectivement, les jeunes générations, mais vous avez dit, vous avez travaillé dans un des établissements de Monsieur Gagnère et vous avez été respecté. Je pense que il est un exemplaire à ce sens-là, et je pense que les jeunes aussi sont vraiment dans cet esprit-là. Eh bien, je crois qu'on a écoulé notre temps. J'espère qu'on a quand même pu ouvrir quelques horizons, même si vous êtes un peu frustrés. Et merci beaucoup d'être venus. Merci à tous.